Je viens de bouger un ongle, c'est n'importe quoi et ça se voit. Ça, c'est vraiment le truc, si tu sais pas mettre du vernis, mets du vernis pailleté sur la couleur de ton choix, parce qu'avec les paillettes, ça va vraiment cacher toutes les petites imperfections que tu as fait en touchant un meuble, voilà. Donc là, je mets des paillettes. En fait, j'ai un secret, je fais mes vernis en fonction du thème de mes enveloppes des courriers de tarot. Donc là, c'est paillettes dorées. Je te laisse réfléchir pour le mois de juin. Comme ça, quand j'enregistre mes vidéos backstage de comment j'écris mes courriers et tout ça, et ben, il y a mes ongles qui vont parfaitement avec le thème. Voilà, je suis une malade mentale. J'ai demandé à mes abonnés si elles avaient des questions brûlantes à me demander sur le thème qu'elles voulaient. Évidemment, on m'a beaucoup posé des questions sur l'amour, sur le business, sur l'argent, sur le développement personnel, mes livres préférés, etc. Donc j'espère que ça va t'inspirer. La première question, c'est la question de Stéphanie qui me demande dans mes activités combien de temps je passe pour chacune. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a demandé combien je gagne dans chaque activité. Donc moi, j'ai 3 activités qui me rapportent de l'argent dans mon chiffre d'affaires. J'ai YouTube, la YouTube Money, je gagne à peu près 4 € tous les 1000 vues. J'ai le yoga, j'ai un studio de yoga à Montpellier et un studio en ligne. Et le tarot, j'ai les courriers de tarot et bien sûr les consultations de tarot en ligne. Donc en fait, ça dépend des mois, si j'ai des projets. Par exemple, là, je vais relancer le studio en ligne un petit peu plus, je vais refournir un peu plus de vidéos. Donc pendant l'été, ça va me prendre plus de temps. Les courriers, ça me prend beaucoup de temps. Et YouTube aussi, au moins une journée complète de travail par semaine. Et au niveau de ma rémunération, maintenant, incroyable mais vrai, le tarot et le yoga sont à peu près équivalents. Je gagne à peu près la même chose chaque mois dans les deux. Et pour YouTube, c'est toujours entre 100 et 400 €. Je le compte pas trop parce que c'est aléatoire, je sais pas combien je vais gagner. Sur le même thème, j'ai la question de Marine. Comment tu gères l'équilibre pro et perso? Eh bien, j'ai décidé de ne pas l'équilibrer et de faire ce que je veux comme je veux. J'ai décidé de me dire que j'étais à la retraite et que en fait la vie que je mène aujourd'hui, c'est moi qui l'ai choisie. J'ai monétisé mes passions, le tarot, YouTube et le yoga. Et donc en fait, j'ai l'impression que comme il n'y a aucune souffrance, comme je ne suis jamais obligée de travailler, si j'ai pas envie de travailler une journée, bah je me lève pas, je reste au lit, enfin je fais ce que je veux, je gère mon quotidien, mon travail comme je veux. Ça fait qu'il n'y a jamais d'obligation, donc de souffrance, donc j'ai pas l'impression de travailler. Et quand j'essaye de m'arrêter, en mode bah t'as beaucoup travaillé aujourd'hui Blanche, vas-y prends 3 heures, fais ce que tu veux. Et ben j'ai un peu de mal à trouver autre chose à faire parce qu'au final quand je me remets à faire mes courriers et tout ça, et ben là je passe une meilleure soirée que si j'ai essayé de buller sur mon canapé à faire autre chose, mais quoi, je ne sais pas, bref. Et justement j'ai trouvé la définition parfaite de comment je vois la différence entre le pro et le perso par un certain Lawrence Pearsall Jaques, je te l'ai traduit en français. Voilà ce qu'il dit. Un maître dans l'art de vivre ne fait aucune distinction nette entre son travail et son jeu, entre son labeur et ses loisirs, entre son esprit et son corps, entre son éducation et sa récréation. Il sait à peine lequel est lequel. Il poursuit simplement sa vision de l'excellence dans tout ce qu'il fait et laisse les autres décider s'il est en train de travailler ou de jouer. Pour lui-même, il semble toujours faire les deux à la fois. Voilà, c'est exactement, ça me donne des frissons, c'est exactement ça que je veux dans ma vie, c'est toujours avoir ce lien qui est flou entre l'éducation, la récréation, le jeu, le travail, etc. Là, est-ce que tu as l'impression que je travaille? Je suis en train de faire une vidéo sur YouTube, donc oui, il y a une monétisation derrière, je suis payée pour ça, mais même quand j'étais pas payée, je le faisais avec le même plaisir en fait. Donc dans tout ce que j'ai créé dans mon business, je le fais parce que j'ai envie. Et des fois j'ai des très bonnes idées qui pourraient beaucoup me rapporter, mais j'ai pas vraiment envie de le faire. Ça a l'air juste d'être un travail et du coup je ne le fais pas. Et c'est comme ça que je gère mon pro-perso, voilà. Merci Marine pour ta question. Ensuite, question numéro 3. Aurélie, quels sont tes 3 livres préférés? Eh ben tu sais quoi, j'en ai trouvé 4 dans 4 domaines et je vais te donner en réalité les 4 livres qui ont changé ma vie. C'est parti. Alors déjà, niveau business, c'est le livre The One Thing, qui existe en français, de Gary Keller. C'est un livre qui explique à quel point il faut être excellent dans une seule chose, dans un seul domaine, avec un seul prix, un seul service, un seul produit, pour vraiment réussir dans un business. Je vois très bien autour de moi mes copines qui ont un business, etc. Quand ça n'arrive pas à décoller, c'est parce qu'elles changent d'idée tous les mois. Elles ont une nouvelle décision, un nouveau service qu'elles veulent lancer, alors que ceux d'avant n'ont même pas encore percé parce qu'elles n'ont pas encore trouvé l'excellence dans ce qu'elles ont voulu proposer. Donc moi là-bas je faisais que
que du yoga. Pendant des années, j'ai fait que du yoga. Et ensuite, quand ça a marché, je me suis pris du temps pour apprendre le tarot, etc. Le deuxième livre, c'est Factfulness de Hans Rosling. Ce livre, je l'ai lu pendant le Covid, il a changé ma vie, mais mon Dieu, il a changé mon espace mental. Pourquoi ? Parce que c'est un livre sur les faits réels. Dans les médias, on voit toujours le négatif. On a l'impression que le monde est de pire en pire, alors qu'en réalité, il va de mieux en mieux. Exemple, la situation de la femme dans le monde entier. Maintenant, les femmes peuvent avoir une éducation, peuvent avoir un chéquier, un compte bancaire, un travail. Enfin, tout ça, en juste 100 ans, ça a tellement évolué. Au niveau de la médecine aussi, avant, il y avait toute une fratrie qui pouvait mourir il y a un siècle d'une bactérie, d'un virus. Enfin, ce livre, vraiment, il a transformé ma façon de voir les médias, la vie en général, et ça m'a rendu tellement optimiste de réaliser en lisant ce livre que tout va bien et tout va de mieux en mieux. Notre cerveau est très attiré par le drama, par le tragique, et du coup on va se lancer dans ces pensées négatives encore, et on va se faire croire que c'est réel, mais vraiment les faits sont là, ça va de mieux en mieux. Voilà, évidemment, le monde n'est pas tout bleu et merveilleux, il y a encore plein de choses sur lesquelles les humains doivent travailler, évidemment, mais quand même, ça va de mieux en mieux. On a de la chance de ne pas être né il y a 300 ans, par exemple. Ensuite, un livre de spiritualité, L'âme délivrée de Michael Singer. Si jamais tu parles en anglais, écoute-le sur Audible. Il lit lui-même son livre et c'est croustillant parce qu'il est vraiment à fond dans tout ce qu'il dit. Donc ce livre, L'âme délivrée, c'est un livre de spiritualité très lié au yoga, au bouddhisme, etc. qui est de comprendre comment est-ce qu'on peut atteindre ce sentiment d'émerveillement et de joie totale à chaque seconde de ta vie. Et ça rappelle à quel point être en vie est juste incroyable, et ce livre vraiment m'a beaucoup aidé à sortir de la dépression et changer mes croyances profondes sur le fait d'être en vie et le cadeau qui nous a été donné. Donc l'âme délivrée numéro 1, dès qu'il y a quelqu'un qui va pas bien dans sa vie, je lui donne à lire ce livre pour un petit peu changer ce qu'il se répète dans sa tête, en fait, tout simplement. Et enfin, je te finis bien sûr sur un roman, parce que tout ça c'était pas des romans. Mon roman préféré, je suis désolée, c'est tellement bateau et tout le monde adore ce livre, et c'est pour ça que je l'ai pas lu pendant des années, et heureusement, parce que je pense que je l'aurais pas compris si je l'avais lu avant, mais c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et oui, on en entend tout le temps parler, mais pour moi c'est tout ce que j'ai appris dans ma vingtaine, tous ces voyages, cette réalisation que le trésor il est déjà là, il est déjà en toi, etc. Enfin bref, l'intérêt pour l'exotisme, enfin L'Alchimiste, Paulo Coelho, mais à chaque fois je le lis le soir et après je fais des rêves mais tellement merveilleux, mais ce livre, L'Alchimiste, j'adore. Ensuite on a la question de Laurence, est-ce qu'on peut s'assouplir et progresser à tout âge en yoga ? Et Julie qui m'a aussi demandé les meilleurs conseils pour approfondir le yoga. Alors oui, évidemment, le yoga, c'est pour tous les âges. Ça va vraiment aider au niveau de la santé, à la fois mentale et physique. Là, je te parle du yoga physique, ce que j'enseigne à mon studio. Pour progresser, il faut faire au moins 3 heures, je pense, par semaine. Là, si tu fais 3 heures, t'es sûr que dans un mois, tu verras des progressions vraiment très belles. Pour ça, moi, je propose toujours aux gens de faire au moins un cours en studio avec un prof. Comme ça, il peut revoir les alignements, on rencontre du monde. Enfin, vraiment, c'est tout un... Et puis ça nous force aussi à aller plus loin quand il y a du monde autour de nous, parce que notre ego chuchote à notre oreille, bah non, je vais pas m'allonger par terre et dormir. Alors que quand on fait du yoga à la maison devant une vidéo, là on peut abandonner au milieu, personne va rien nous dire. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit peu les deux. Moi personnellement, je fais du yoga tous les matins. Par contre, je ne me mets aucun stress de temps et de mouvement. Dans le sens où en fait tous les matins je m'assois sur mon tapis et si je suis fatiguée, je ne bouge pas et je vais juste méditer. Je suis en fait les cours de ma prof préférée qui a un studio en ligne, comme moi, j'ai aussi un studio en ligne, et du coup ça fait que tous les matins je peux choisir, aujourd'hui je veux faire 20 minutes très doucement, une heure très épicée, ce genre de choses. Donc tous les matins je fais ma pratique de yoga, et pour nous en fait la pratique du yoga elle commence par le fait de conscientiser qu'on veut pratiquer le yoga. Donc juste de s'asseoir sur un canapé et se dire je suis dans mon yoga et respirer, tu fais déjà du yoga. Donc c'est vraiment simple de se mettre au yoga, et après le mouvement c'est un petit peu une clé en fait qui va déverrouiller le reste du monde du yoga. Donc nous, dans notre monde européen, on croit que le yoga ce n'est que physique, alors qu'en réalité le physique c'est vraiment une toute petite partie de ce que le yoga dans son intégralité est et nous enseigne, mais
c'est quand même bien qu'on commence par le physique parce que pour moi, d'ouvrir son corps, de réchauffer son corps et de devenir plus fort et plus souple, ça va nous donner aussi cette force et cette souplesse mentale d'ouvrir notre monde spirituel, d'ouvrir tout ce qu'il y a besoin d'ouvrir pour atteindre un certain niveau de yoga et être un vrai yogi et avoir tous les bénéfices de ces pratiques-là. Commencer par le physique, c'est totalement normal et au contraire, c'est la clé des petits verrous. Ensuite, on a SB, je sais pas son prénom, mais c'est juste SB sur YouTube, qui m'a demandé comment s'améliorer en anglais et quelle chaîne YouTube regarder en anglais. En anglais, c'était vraiment débutant, je te propose de prendre l'application Pimsleur si tu veux vraiment apprendre à parler et avoir de la conversation. Sur cette application, pendant une demi-heure, tu as un petit cours qui est déjà enregistré où tu dois répondre au prof, où il va t'apprendre à dire toutes les phrases de base. C'est absolument génial pour se remettre dedans. Ça coûte 20 € par mois, je pense, mais du coup, si t'en fais tous les jours, ça fait que pour 20 €, t'as 15 heures de cours, donc c'est incroyable. Moi j'ai appris, je suis montée au niveau A2 de coréen grâce à cette application. Et sinon s'améliorer en anglais, si déjà t'as le niveau pour commencer à balbutier des phrases et des conversations, c'est de se mettre dedans en fait, de te mettre dans une situation où tu es obligé de parler, aller à des soirées internationales, aller voyager, etc. Pour les chaînes YouTube, je te propose Damon Dominic. Donc c'est un Américain qui vit à Paris. Donc il fait beaucoup des allers-retours dans ses vidéos entre le français et l'anglais, ce qui est super fun. Et c'est vraiment de l'anglais de tous les jours parce que il est jeune, il a mon âge et il parle de son quotidien et ses vidéos sont super fun. C'est des petits vlogs, il va un peu partout dans le monde. Il lui arrive plein de trucs entre son business, ses essais de naturalisation, d'être français, etc. C'est super fun. Donc Damon Dominic. Julie me pose aussi des questions voyage. Elle me demande quel a été ton pays préféré et pourquoi, et comment se faire de nouvelles connaissances en voyageant. Alors, donc j'ai vécu dans plein de pays, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque pays avait évidemment son pour et son contre. Par exemple, aux États-Unis, j'ai absolument adoré la personnalité des Américains. Ils étaient super ouverts, optimistes, tout est possible dans la vie, the sky is the limit. Enfin, il n'y a vraiment pas de limite à ce que tu veux faire dans ta vie. Et ça m'a beaucoup aidé à 21 ans d'être dans ce monde de yes, you can, et de rêver plus grand et de gratter un peu et d'ouvrir un peu mes ambitions. Mais par contre, leur style de vie, de prendre la voiture partout, de manger des pommes, etc., qui n'avaient aucun goût, enfin, il y a plein de choses à côté où je me suis dit, je pourrais pas vivre cette vie tous les jours, c'est pas du tout le genre de vie que je veux avoir. La Corée du Sud, j'adore la culture, dans le sens de la culture, l'histoire, la façon de manger, enfin tout ça. J'ai pris beaucoup de cours sur l'histoire coréenne, évidemment la langue coréenne, etc. parce que je trouve ça absolument passionnant. C'est tellement différent de nous. Les K-dramas, n'en parlons pas, j'ai été addict pendant de nombreuses années. Maintenant ça va mieux, mais quand même. Mais par contre, à côté, j'ai pas du tout aimé, comme aux États-Unis, leur façon de vivre leur vie, en fait, de travailler énormément. Et à côté du travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils se bourrent la gueule et ils vont faire du karaoké. Ils se bourrent la gueule à côté de la Han River, la rivière là-bas, et ils mangent du poulet pané. Enfin, en fait, leur vie à côté du travail et le travail, c'était pas du tout mon truc, c'était pas pour moi la meilleure version de comment je veux vivre ma vie. La Nouvelle-Zélande, c'était absolument merveilleux, c'était un paradis sur terre, les randos, les couchers de soleil, les vers luisants dans les grottes, enfin vraiment, Milford Sound, c'est un des endroits les plus beaux que j'ai vus de ma vie, enfin vraiment j'en rêve la nuit. Pour moi c'était l'endroit le plus incroyable, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Donc la Nouvelle-Zélande, incroyable, mais encore une fois au niveau du style de vie, c'est assez quand même, après c'était en 2017 que j'y étais, ça fait longtemps, mais il y avait ce sentiment d'être quand même très loin du monde réel, dans le sens où on est tellement loin de tout, il se passe pas grand chose, à moins qu'on soit super fan de nature et on veut juste vivre sa vie dans la nature. À côté, il y avait pas tant de choses qui se passaient. L'Australie, alors là, l'Australie, c'est mon pays préféré, parce que pas au niveau de la culture, du coup. Là, par rapport, bon, les aborigènes d'Australie, tout ça, c'est super intéressant. Mais leur culture d'aujourd'hui, elle est pas, c'est pas fou. Mais par contre, leur vie au quotidien, ça, c'est le rêve de ma vie. Ils travaillent pas trop. Ils se lèvent à 5h du mat pour aller faire du yoga à la plage, du surf, etc. Il y a plein d'endroits véganes, surtout à Sydney. Enfin, vraiment, leur style de vie, travail et ce qu'ils font en dehors du travail, c'est parfaitement moi. Donc, c'est un de mes rêves de retourner vivre en Australie. L'Angleterre, c'était un rêve depuis toute petite de vivre en Angleterre. Et en fait, quand j'y ai vécu, déjà, j'ai eu du mal à me faire des très bons amis. Il faisait jamais beau. J'étais à Brighton, je passais mon temps dans des anoraks. Et la culture du pub, de aller prendre des bières tout un dimanche, aller faire pipi toutes les heures et tout, ça m'a énervé, tout le monde qui pue l'alcool et tout. Leur style de vie à côté, très consommateur, enfin, moi je sais pas comment expliquer, mais
Donc mon pays préféré pour vivre, c'est l'Australie. Pour aller en vacances, c'est la Corée. Enfin bref, donc chaque pays en fait a son intérêt pour moi. Et comment se faire de nouvelles connaissances en voyageant? J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais je pense que le plus facile, c'est en fait d'intégrer des groupes Facebook de tes hobbies préférés. Donc si tu adores la rando et que tu vas en Corée du Sud, à Séoul, tu vas aller sur un groupe Facebook qui s'appelle Hiking in Seoul et tu vas aller à la prochaine randonnée de groupe. Et comme ça, tu rencontreras forcément des gens qui vont sans doute, à moins qu'ils aient tous 60 ans, hein, ça fait attention quand même, mais du coup ça fait que comme vous avez déjà un atome crochu, tu vas rencontrer des gens un peu comme toi. Alors que moi par exemple je suis déjà allée boire et tout ça en Corée, j'ai pas rencontré des gens qui m'intéressaient puisque c'était des gens qui buvaient beaucoup d'alcool alors que moi j'aime pas forcément ça. Donc voilà comment on se fait des amis, mais tu peux aller voir la vidéo pour plus. Ensuite, 5e question, 4, 5... Ah, la question qui est revenue 1 milliard de fois, que tout le monde m'a demandé. Et donc, d'ailleurs, il y a une certaine Blanche, le même prénom que moi, qui me demande comment vont les amours. Et voilà, ça vous intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai aussi une question sur le Sri Lanka, et tout ça, c'est lié. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu regrettes d'avoir mis autant de côté, d'avoir autant sacrifié pour partir au Sri Lanka, vu que ça n'a pas été ton voyage préféré de décembre dernier? En fait... Non, je ne regrette pas, puisque ce qui est arrivé grâce au Sri Lanka, c'était quelque chose dont j'avais besoin. De partir aussi longtemps seule dans un pays aussi inconfortable, c'était un peu me mettre une gifle dans le confort qui était devenu ma vie. Enfin, vraiment, je me lève quand je veux, j'ai pas de patron, j'ai des clients, des élèves absolument adorables avec lesquels je suis amie. J'ai vraiment une vie tellement... de plénitude et de facilité qu'il fallait que je me mette un petit peu une baffe pour me réveiller, me rappeler de qu'est-ce que je voulais faire, prendre des risques, etc. pour un petit peu taper dans la chance, parce que si on a toujours une vie sans risque, toujours dans sa zone de confort, et en fait on n'est jamais en train d'évoluer et du coup ça nous rend malheureux, parce qu'il faut toujours qu'on ait cette impression de s'épanouir. Donc je vais au Sri Lanka, c'est très difficile, mais il y a 2 choses importantes que j'ai réalisées là-bas dans ma solitude et mon inconfort. C'est que, j'ai mis beaucoup d'argent de côté pour aller au Sri Lanka, alors que cet argent, finalement, j'aurais peut-être préféré le mettre dans un appartement où je vis seule et confortable. Donc j'ai pris le risque qui pour moi était, j'avais vraiment peur de prendre un appartement quand je suis rentrée du Sri Lanka. Je me suis dit ça y est, je suis prête, je vais prendre un appartement. Et aussi parce que le Sri Lanka m'a prouvé que j'avais les capacités de mettre beaucoup d'argent de côté et donc que je pouvais payer un loyer plus cher. En fait, il y avait aussi ce côté rationnel de, voilà, je voulais savoir combien en fait je dépensais vraiment par mois pour savoir si je pouvais augmenter mon budget loyer. La deuxième chose, c'est les amours. Au Sri Lanka, c'est plus facile pour moi de rencontrer des internationaux et je ne date que des internationaux, je ne sors jamais avec des Français depuis 10 ans. Et donc je me suis mise sur Tinder quand j'étais au Sri Lanka et je suis allée à un rendez-vous. Mais tout ça, tu vas le voir dans le vlog qui sort dans 3 semaines je pense, donc il me reste un seul vlog à sortir pour le Sri Lanka. Et c'est le vlog le plus croustillant où il y a des pleurs, de la course, une petite histoire d'amour, enfin bref, il est génial, je te promets, je le sors dans 3 semaines. Je le sors, et donc on voit dans ce vlog-là que je suis sur Tinder et je rencontre quelqu'un par le biais d'un date. En fait, je vais à un date et pendant ce date, je rencontre quelqu'un d'autre, dans la vraie vie quoi. Et on a passé un super moment. Et on s'est vu qu'une fois, une seule nuit, mais c'était incroyable. Et cette nuit-là, au Sri Lanka, m'a fait réaliser que j'étais trop dure avec moi-même. Au niveau des amours, comme mon business n'était pas stable ces dernières années, que j'avais vraiment envie d'être indépendante et de ne compter que sur moi, j'avais décidé d'être vraiment célibataire à fond et de ne voir personne, de même pas aller à des rendez-vous, etc. parce que j'avais pas l'argent pour sortir, j'avais trop de travail à faire, enfin bref, j'avais d'autres priorités. Au niveau de ma personnalité et des amours, il y a quand même 2 choses qu'il faut que tu saches. De 1, je suis stérile, je ne peux pas avoir d'enfant. J'ai une endométriose profonde grave qui fait que depuis des années, bref, je peux pas avoir d'enfant. Je ferai une vidéo sur ça à un moment donné, mais ne me dites pas dans les commentaires, mais t'es sûre, Oui, ok, tu ne connais pas mon dossier médical, ne mets pas de commentaires en mode, mais on sait jamais, les miracles existent. Non, et pareil, le truc de, mais tu peux adopter. Non, pas de ça dans les commentaires, s'il vous plaît, les filles. Non. Pas de, on sait pas, le corps médical peut se tromper. Pas de, tu peux adopter, je peux pas avoir d'enfant, point. Stop. Du coup, des fois, je rencontre des mecs incroyables, mais comme ils veulent des enfants, je suis obligée de terminer la relation assez rapidement.
Donc ça déjà ça m'aide pas du tout dans mes relations et donc je me dis toujours que je vais me marier plus tard, je vais rencontrer quelqu'un plus tard qui saura déjà qu'il ne veut pas d'enfant, qui aura déjà fait un peu sa vie de jeune, de Jones et qui sera certain genre à 40 ans qu'il ne veut jamais avoir d'enfant. Comme ça je suis sûre que ce gars ne me quittera jamais pour aller faire des enfants avec une autre. Bref, c'est un cauchemar que j'ai, on va pas rentrer dans mes problèmes psychologiques. Donc la première chose c'est que je suis stérile, donc quand je rencontre quelqu'un, c'est très vite un frein. Et la deuxième chose, c'est que je suis très romantique et que je ne date vraiment que pour me marier. Ou du moins, c'est pas très bien expliqué. En fait, je suis très généreuse dans mes relations, donc je donne beaucoup de temps, d'argent, tout ça dans mes relations. Et donc, si c'est pas quelqu'un que je vais garder sur le très long terme, et c'est un petit peu perdre tout ce temps et cet argent que j'aurais pu mettre dans mon business, dans moi, dans ma vie à moi. Donc, ces dernières années, j'ai été assez égoïste dans le sens où faut que je me prenne soin de moi. En fait, il y a que moi qui vais s'occuper de moi pour le reste de ma vie. Donc voilà comment j'ai géré ma vie amoureuse ces derniers temps. Mais au Sri Lanka, de vivre cette nuit-là, je me suis dit, Blanche, tu seras pas mignonne toute ta vie. À un moment donné, tu auras 80 ans et les garçons ne te regarderont plus. Tu n'auras plus cette énergie, tout ça. Et maintenant, mon business est stable en fait. Maintenant, j'ai un salaire très régulier. Enfin, j'ai aucun problème financier. Donc je me suis dit, cette nuit au Sri Lanka, c'était vraiment incroyable de réveiller toutes ces sensations qu'on a avec quelqu'un, ces petits papillons dans le ventre, cette timidité et tout ça. Et donc quand je suis rentrée du Sri Lanka, j'ai décidé de me mettre sur les applis de rencontre. Donc moi, je me suis mis dans les applis de rencontre, pas pour rencontrer mon mari du tout, parce que je suis pas encore prête, je préférais attendre la fin de ma trentaine. Je cherche plutôt quelque chose court terme pour m'amuser, mais quand même qu'il y ait une bonne connexion, que ça dure plusieurs mois, etc. Sans me prendre la tête, sans me dire c'est l'homme de ma vie, je vais tout lui donner, mais juste voilà, pour avoir une vie un petit peu plus passionnante et fun et vivre pleinement quoi. Donc je me suis mise sur Hinge en janvier quand je suis rentrée du Sri Lanka, j'ai rencontré 3 garçons. Le premier, au bout de la 5e fois qu'on s'est vu, il était un petit peu oppressant au niveau de tout ce qui est tactile, de s'embrasser, etc. Et moi, je peux pas juste embrasser un inconnu, en fait. Donc, on s'est jamais embrassé, on s'est jamais touché le petit doigt. Et pour lui, c'était trop long. Donc, au niveau du 5e rendez-vous, il a décidé de plus me voir. Le deuxième, le premier rendez-vous, il n'a fait que parler pendant 1h30. Quand le rendez-vous était terminé, il savait 2 choses sur moi, vraiment. En fait, j'ai lu un livre qui s'appelle How to Not Die Alone, qui disait qu'en fait, au premier rendez-vous, on n'est pas soi-même. On est nerveux, on est mal à l'aise, on sait pas de quoi parler. Donc, il vaut mieux toujours donner un 2e rendez-vous pour vraiment connaître la personne. Donc, je l'ai revu. Pourtant, il me plaisait pas trop physiquement, mais bon. Je l'ai revu une 2e fois et là, il était normal. Donc, c'est vrai qu'au premier abord, on peut vraiment se tromper sur une personne. Mais il est parti en vacances et depuis, j'ai plus aucune nouvelle. Je pense qu'en fait, il voyait d'autres personnes en même temps et que je n'ai pas été l'élu, mais c'est ok parce que il n'était pas du tout. Il était charmant, mais il était pas beau. Donc, j'ai le droit de dire ça ou pas? C'était pas dans mes critères, quoi. Et enfin, j'ai rencontré quelqu'un d'autre il y a 3 semaines. Encore un rendez-vous Hinge. Alors moi, sur Hinge, je ne parle pas. J'aime pas textoter parce que je trouve que plus on parle, plus on affabule sur la personne et quand on la voit, on est déçu. Donc cette personne que j'ai rencontrée, je lui ai dit... en gros, est-ce que t'es dispo ce soir? Et on s'est vu le soir même où on a matché. Et là, c'était... Comme on aime avoir un date. Comment dire des choses sans en dire trop? Donc ça fait 3 semaines qu'on se voit. Beaucoup de mal, moi, encore une fois, à embrasser des étrangers. Il faut que j'ai confiance, il faut que je sois attirée. Je suis très difficile, en fait, en amour. Si la personne elle fait 50-50, elle paye jamais pour toi. Si elle n'est pas un minimum romantique, attentionnée. Si je suis pas un minimum admirative de ce que la personne fait dans sa vie, de qui elle est, etc. Je vais avoir beaucoup de mal, donc c'est très difficile pour moi. Et il faut que certaines cases soient cochées pour que j'arrive à vraiment être attirée par quelqu'un. Oh, je suis d'un compliqué quand j'y pense, mon Dieu, quel enfer. Mais au moins, ça me met des barrières pour faire en sorte que je tombe jamais avec des gens qui sont pas vraiment intéressés par moi ou qui soient pas vraiment ma vibe, quoi. Donc, comment dire, je me suis couchée à 5h du matin hier soir parce qu'il est venu chez moi et on s'est embrassés pour la première fois.
cette petite relation qui est en train de naître, je vois ça vraiment comme un amour de vacances. Prendre chaque jour comme il vient, s'amuser ensemble. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette personne, et c'est une des raisons de pourquoi je l'aime beaucoup, il a un business aussi. Il a aussi son propre business. Et c'est intéressant de voir qu'on n'est plus du tout dans notre vingtaine et que en fait notre business passe avant tout. Et la semaine dernière, on s'est pratiquement pas vu parce que moi, j'avais beaucoup de choses à faire pour le travail, lui aussi. Et en fait, c'est beau de voir que notre bébé, notre business, c'est notre priorité en fait. Et oui, on a envie de se voir, mais on n'est pas tout feu tout flamme à faire n'importe quoi et mettre notre vie de côté. Je trouve ça équilibré, sain, et j'aime. Moi, ça me rassure de voir quelqu'un qui sait prioriser les choses pour pas que ça coupe nos ambitions, notre business, etc. Je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Donc voilà pour les amours. La suite au prochain épisode. Comme je t'ai dit, de toute façon, je prends pas trop ça au sérieux, le jour, et on verra plus tard. Question 6 de Claudine. Quelle est votre personne préférée et pourquoi ? Alors, j'ai pas trop compris ta question, Claudine. Est-ce que tu veux dire quelqu'un que je connais, genre dans la vraie vie, ou quelqu'un, genre une célébrité ? Dans la vraie vie, je trouverais ça triste que les gens ne répondent pas moi-même. Parce que tu es la personne qui te nourrit, qui prend soin de ton corps, qui te fait à manger en avance, qui nettoie tes vêtements. Enfin, t'es la personne qui est dans ta propre tête. Et si c'était pas moi ma personne préférée, ça serait injuste pour tout ce que je fais. Je me fais mon salaire. Enfin voilà, quand même, il y a personne qui fait tout ça pour moi. En fait, il y a que moi qui fais tout ça pour moi. Évidemment, comme tout le monde, j'ai aussi des choses que je n'aime pas du tout chez moi, ma façon de parler aux gens. Il y a plein de choses évidemment sur lesquelles je travaille, donc c'est pas non plus waouh, je suis incroyable tous les jours à 100%, pas du tout. Beaucoup de remises en question, etc. Mais quand même, je suis la personne qui me paye cet appartement, je suis la personne qui me fait me lever le matin avec un grand sourire, qui fait sa pratique du matin de yoga. Enfin, être sa personne préférée pour moi c'est la base. Après, comme tu le sais, mon deuxième signe c'est Lion, donc évidemment mon ego est aussi très bien placé. Et sinon, autre personne que j'adore, et que j'adorerais rencontrer, c'est Laurent Gounel. C'est un auteur, un écrivain, donc il a été coach de vie pendant très longtemps. Et un jour, il a décidé de commencer à faire des romans, mais pas n'importe quel roman, ce sont des romans de fiction, mais nous, en tant que lecteurs, quand on lit ce qui se passe avec le héros ou l'anti-héros, on va découvrir des choses de développement personnel dans notre vraie vie, des verrous qu'on peut avoir par rapport à certaines choses, des croyances, etc. Et un de mes livres préférés que je te recommande, c'est Les dieux voyagent toujours incognito. C'est mon préféré pour l'instant que j'ai lu de lui, et la fin était vraiment surprenante, donc j'ai adoré ce livre. La dernière question, c'est la question d'Isabelle. Où te vois-tu dans 10 ans et tes objectifs à long terme ? Alors, pour moi, long terme, c'est 50 ans, c'est pas 10 ans. Mais du coup, j'ai des objectifs différents par rapport à ces dates-là. Mais merci pour ta question parce qu'elle m'a fait beaucoup réfléchir à ce que j'allais dire. Parce que, en fait, j'ai réalisé que plus on guérit, moins on a d'ambition. Et moi, j'avais beaucoup d'ambition il y a encore quelques années. Plus je me sens bien, en paix avec moi-même, moins j'ai d'ambition. J'ai l'impression que l'ambition, des fois, est très mal placée pour un peu se prouver des choses à nous-mêmes, nous aimer, prouver des choses aux autres, etc. Et en fait, plus le temps avance, moins j'ai envie de faire des choses par ambition, mais juste par plaisir. Déjà, dans 10 ans, donc moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est un objectif qui est très carré. Mais en gros, j'aimerais gagner plus chaque mois pour pouvoir me payer des formations de yoga. En fait, je veux continuer à apprendre dans le tarot et le yoga, devenir vraiment excellente dans les deux domaines, et faire des formations de yoga, aller dans d'autres pays, faire des retraites, etc. Ça coûte des milliers d'euros. Donc mon but, en fait, sur les 10 prochaines années, c'est de augmenter mon chiffre d'affaires pour pouvoir me payer des formations incroyables pour augmenter mon savoir-faire. Donc ça, c'est sur les 10 prochaines années, et du coup de gagner assez pour aussi vivre un pied à l'étranger. Donc par exemple faire 6 mois à Montpellier, et les 6 mois d'après, 3 mois à Bali, 3 mois à Sydney, qui sont mes endroits préférés au monde, et d'avoir cette possibilité de liberté de localisation en fait. Voilà, et donc c'est comme ça que je me vois dans les 10 prochaines années. Il y a aussi un livre que j'aimerais écrire, c'est un roman, c'est un policier. J'ai l'histoire dans la tête, mais c'est très long d'écrire un policier, donc pour l'instant je m'y suis pas penchée plus que ça. Mais un jour j'aimerais bien prendre peut-être 3-4 mois dans un autre pays, repartir en Corée du Sud peut-être, et vraiment me plonger dans l'écriture de ce roman qui... Je ne peux pas mourir et me dire que j'ai pas écrit ce roman. Il faut absolument qu'il sorte de moi avant la fin de ma vie. Et voilà. Et après, dans le très long terme, 50, quand j'aurai, 70-80 ans, je veux avoir en fait une maison de campagne
avec plein de chambres, un peu une maison d'hôte, avec un studio de yoga véranda. Genre vraiment, on voit le ciel quand on s'allonge, le ciel étoilé si on fait une pratique de yoga la nuit, ou le lever de soleil pour la pratique du matin. Il n'y a rien de mieux que d'être dans la nature pour faire du yoga, mais forcément, s'il fait froid, etc., c'est quand même plus sympa d'être à l'intérieur. Donc d'avoir des vérandas, des grandes baies, ça serait incroyable. Et dans cette maison-là, ça me permettrait en fait de moi me reposer, être tranquille chez moi, mais d'avoir des gens qui viennent pour se reposer, faire du yoga avec moi. Moi, ça a toujours été mon objectif d'aider les gens qui ont des problèmes de dépression, donc qu'ils aient ce petit hameau si jamais ils ont besoin de sortir de leur routine, de leur quotidien pour venir faire du yoga avec moi. Donc voilà, 60-80 ans, je me vois dans ma petite maison de campagne, peut-être l'acheter avec plusieurs filles qui ont un peu ce même rêve dans les mêmes âges que moi à ce moment-là. Enfin vraiment, c'est très loin, mais je vois ça comme ça. Et là, tu réalises que il n'y a pas de mari, en fait. Dans 10 ans, peut-être que j'aurais rencontré quelqu'un avec qui je veux me marier, mais en tout cas, quand je vois mes rêves sur le très long terme, genre retraite 70 ans, je ne m'imagine pas avec quelqu'un. C'est pas quelque chose d'obligatoire pour moi. Je suis tellement à l'aise avec moi-même et je suis tellement amoureuse de mes passions. Le yoga, c'est toute ma vie. Donc du coup, j'ai pas besoin d'avoir un homme à côté de moi pour me donner je ne sais quoi, puisque le yoga me donne tout. Voilà. Le yoga est l'homme de ma vie. Et voilà, on termine sur ça les filles, merci beaucoup pour vos questions. Toi, si t'as des questions, dis-moi dans les commentaires. Si tu veux répondre à certaines questions, par exemple ton livre préféré, on veut vraiment le savoir, donc merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour le challenge zéro dépense, la fin du mois de mai. Et voilà, je te souhaite tout le meilleur et de ressentir des petits papillons dans le ventre comme je ressens en ce moment. Bisous.